Je voudrais d'abord commencer par remercier ceux qui m'ont donné cette opportunité d'avoir une conversation avec Oumar Ba sur son travail. Et je voudrais en particulier remercier Leslie qui m'a introduit à ce travail et qui a aussi, dans une certaine mesure, organisé cette conversation. Je voudrais aussi remercier l'institution qui a permis de pouvoir engager cette conversation. Je voudrais aussi remercier Omar de se mettre, disons, en situation pour avoir un dialogue avec moi. Je dois dire que je connais pas très bien l'œuvre de Omar, mais j'ai eu la chance d'en voir au moins 2 expressions à la Biennale de Dakar, mais j'ai aussi regardé sur Internet certaines des expositions qu'il a organisées, notamment l'expo à Bruxelles. Donc, ma première question est une question, si vous voulez, est une question simple. Je voudrais d'abord vous situer avant de discuter votre travail. Donc, Oumar Ba, c'est visiblement un nom d'origine halpular ou fulani. En même temps, j'ai l'impression que vous avez grandi dans un milieu qui est un milieu sérère. Et ce qui m'intéresse un peu, c'est comment conjuguez-vous cette double identité, si cette double identité existe chez vous, et comment celle-ci se reflète dans votre travail. Ah, super. Écoutez, bon, moi, je suis très content de faire cet échange avec vous parce que je vous suis souvent sur les interventions que vous faites sur que ce soit sur ce qui se passe en Afrique ou sur la culture et honnêtement c'est inspirant pour nous, voilà, donc c'est quelque chose qu'on a besoin et puis j'aimerais vous dire merci pour ça et puis aussi profiter aussi pour remercier aussi comme vous l'avez dit par rapport au Baltimore Museum aussi qui m'ont donné ma première exposition muséale aux États-Unis. Et c'était une opportunité aussi à travers ça de remercier aussi Leslie qui est venu jusqu'à New York pour me rencontrer. Voilà, par rapport à moi, mon histoire, moi je suis, comme vous l'avez dit, je suis de mère sérère. C'est ma mère qui est sérère. Et mon père revendiquait qu'il était sérère, malgré qu'il portait le nom de Ba, parce que dans notre lignée du côté de mon père, on vient du nord, de la famille de Maba Diakhou Ba. Voilà, donc de Nioro, mon père, du côté de mon père. Ma mère, elle vient de Nguyen, le village de Tanordien, je pense que vous devez connaître. Voilà, donc moi j'ai grandi dans un village sérère qui s'appelle Loulsesen, c'est au milieu du Sine. Voilà, donc je peux dire que dans notre famille, on est baigné dans la culture sérère parce que c'est le matriarcat qui dominait. Donc, malgré qu'on porte le nom de Ba, chaque fois qu'on dit Ba, on pense en pulaar, on parle pulaar et je ne peux pas dire un mot. Donc, je parle un peu sérère, un peu. Voilà, donc en étant au milieu de ces 2 identités, sans s'en rendre compte, c'est maintenant que je vois que le côté paternel surgit dans ma création et même dans mes activités. Par exemple, j'ai jamais su pourquoi j'étais intéressé à aimer les animaux. Par exemple, j'ai des vaches et j'ai pas compris pourquoi j'élève des vaches ou j'aime élever. Et pourtant, c'est quelque chose, je suis pas grandi dedans. Voilà, mais c'est des choses qui surgissent et après, quand on se pose la question, on essaie d'interpréter, on voit que ça apparaît aussi dans mon travail. Et aussi, c'est aussi valable pour le côté
sérère, où l'identité, le côté culturel, le côté environnemental, comment la communauté vive, comment ils se comportent, le rapport avec la communauté. C'est quelque chose que j'ai appris et c'est quelque chose qui m'a forgé aussi dans mon travail et que je vois de plus en plus qui s'usent quand je pars dans des quêtes de recherche où j'essaie de trouver des formes et tout ça. Voilà. En fait, votre réponse m'aide à pousser un peu plus parce que vous me donnez des clés que j'avais pas, notamment, disons, votre double ethnicité. Mais la deuxième chose est l'importance, en fait, des traces, si vous voulez. Quand vous parlez de votre père, je suis historien. Je connais l'histoire de Maba Yarouba et je connais les rapports que Maba Yarouba a avec les Sérères. Et je comprends mieux certaines des allusions et références que vous avez, qui se trouvent dans cette tension entre, si vous voulez, votre inclination, les traces plastiques qui sont païennes. Exactement. Et ce qui est musulman. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, quand Leslie lit une partie de votre œuvre, elle dit que vous vous inscrivez dans la dualité. Pour moi, c'est pas la dualité. En fait, vous allez et vous revenez. Ce sont des transactions. Et l'intérêt de cette transaction, c'est à la fois de vous, et ça, on va y revenir, de vous situer politiquement et esthétiquement dans l'histoire du modernisme sénégalais, mais ça permet aussi de voir l'autre aspect de votre personnalité, c'est-à-dire l'importance, et vous en avez parlé des voyages, c'est peut-être aussi votre aspect Halpulaar Fulani qui est là. Donc, je pense que là aussi, vous pouvez probablement nous donner quelques indications dans à la fois ce que nous appelons l'autochtonie, le fait que vous êtes vraiment local, vous vous situez en un lieu précis, mais en même temps vous aimez partir et vous aimez engager la conversation avec les autres. Avec les autres. Non, c'est d'autant plus vrai que j'ai commencé en fait à faire le travail que je fais au moment où j'ai quitté le Sénégal. Et des fois, je me dis, j'ai eu des conversations avec un ami artiste, et puis il m'a dit, en fait, Omar, je pense que si tu étais au Sénégal, tu n'allais pas faire ce que tu es en train de faire. Je pense qu'il a raison, parce que, et je dirais même plus, si j'étais peut-être en France, à côté, parce qu'actuellement je suis à Genève, si j'étais en France à côté, peut-être que mon travail n'allait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Donc ça, c'est pour dire en fait que le fait de se déplacer m'a permis d'avoir un recul pour mieux lire en fait mes origines, pour mieux lire en fait l'histoire en fait un peu d'où je viens et l'histoire du monde. Et ça m'a aussi permis de prendre, de ne pas, en fait, de pouvoir faire un choix sur les sujets à traiter pour mieux les voir. Voilà. Donc, l'envie de se déplacer m'inspire dans mon travail parce que ça me permet de pomper comme l'éponge. En fait, quand je me déplace, j'ai tendance à rassembler des documents. C'est comme si j'aille chercher des archives et je pars avec. Et une fois que je suis dans un endroit, je commence à utiliser en fait tous ces documents, tous ces visuels, tous ces rencontres et dans mon travail. Les rencontres sont aussi importantes parce que je dis souvent, j'aime bien faire le tour du monde pour rencontrer des gens différents. Parce que ça me permet de mieux comprendre d'où je viens et qui je suis, mais en même temps,
ça me permet de renforcer, en fait, ce que je suis. Ça enrichit, en fait, si je peux dire, mon dictionnaire artistique ou bien de la vie. Voilà. En fait, pour moi, c'est peut-être la question la plus importante. Vous avez utilisé deux mots qui semblent être les deux mots qui articulent votre travail. Le premier, c'est le mot d'archive et d'archivage. Votre travail est à la fois un travail de dévoilement des racines que vous utilisez, mais c'est aussi un travail d'archivage, c'est-à-dire de construction d'une bibliothèque. Une bibliothèque qui donne sens, me semble-t-il, à deux choses. Vous pouvez dire si j'ai tort ou raison. La première chose, c'est effectivement cette histoire qui est votre histoire, qui est l'histoire d'où vous venez. Mais c'est aussi l'autre histoire de la présence d'autres cultures, d'autres civilisations dans votre histoire à lui. C'est pour ça que je pense, je suis désolé de vous, que votre ami a tort. En fait, ce que vous faites, vous ne pouvez, c'est vrai que vous êtes ailleurs, mais vous êtes ailleurs sans vous déplacer par rapport à là où vous êtes. C'est-à-dire, vous créez un environnement, et cet environnement, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, et l'environnement de presque tous les artistes, qui sont des artistes à la croisée des chemins entre l'Afrique et le monde. C'est-à-dire, c'est ce que j'appelle, ce sont des artistes du temps du monde, qui ne divisent pas le monde en deux, leur lieu d'origine et leur lieu de présence, mais qui voient le monde en un espace unique. En un espace-temps, oui. Oui, et je pense que chez vous, on retrouve cela. Mais la deuxième chose aussi qui me semble très importante, c'est ça qui explique aussi que vos thématiques sont des thématiques, disons, plurielles. Vous pouvez passer des lieux à des personnages à un environnement. Mais ce qui semble dominer, c'est effectivement l'environnement qui donne sens au récit. C'est pour ça que c'est intéressant de voir l'utilisation des couleurs chez vous et le rapport que vous avez avec le noir et le blanc. Et le noir et le blanc, oui. Justement. Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, il y a 10 ans, je peignais qu'en noir et blanc parce que pour moi, la couleur, en fait, j'adore acheter de la couleur. Quand je vais dans des magasins d'art, j'achète beaucoup de couleurs, mais une fois dans mon atelier, je n'ose pas les utiliser. Je fais beaucoup attention. Et j'aime bien travailler avec le noir et le blanc. Et maintenant, j'ajoute des couleurs petit à petit. Donc, mais le rapport que j'ai avec le noir et le blanc, il y avait aussi un côté de règlement de compte. Parce qu'on m'a toujours appris aux Beaux-Arts que la peinture, pour que ça soit vrai et pur, ça doit être peint sur un fond blanc. Et pour moi, je me suis toujours dit qu'il y a de l'idéologie derrière, parce que si tout ce qui est propre, tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, ça doit être sur le blanc. Donc moi qui est noir, il y a un problème. Donc du coup, mes questionnements dans mon atelier, ça a toujours été, mais pourquoi ces termes? Pourquoi on doit partir du blanc? Et c'est là où j'ai commencé en fait à peindre mes fonds en noir. Donc depuis moi, toutes mes peintures, même si le fond a été préparé en blanc pour qu'on agisse, moi je couvre tout en noir et je pars du noir pour parler, pour créer. Et je me suis rendu compte que quand je peins avec un fond noir, tout est vrai, tout est sûr. Je me sens à l'aise, en fait. J'ai essayé des fois de changer, en fait, de dire, OK, je vais essayer de travailler cette peinture, de partir sur le fond blanc. Mais j'ai peur. En fait, c'est comme si j'arrive pas à avancer. C'est comme si j'ai plus les clés pour rentrer, en fait. Donc, pour moi, le noir et le blanc, c'est des couleurs, comme toute autre couleur.
Et le fait de les utiliser comme toute autre couleur dans mon travail, pour moi, le plus important, c'est ce qu'on arrive à faire avec ces couleurs, ce qu'on arrive à dire, ce qu'on arrive à relier. Et puis, je trouve que à travers le travail que je fais, déjà, on a cette discussion, il y a des expositions, il y a un dialogue, il y a des livres, il y a de l'intérêt sur mes origines et d'où je viens. Et pour moi, le but de l'art, ça doit être ça. C'est le fait de pouvoir partir de quelque chose pour pouvoir amener les gens à discuter d'une chose, à discuter de l'histoire, à discuter des problématiques. Parce que le fait d'enlever, en fait, cette barrière sur la couleur, pour moi, ça m'a aidé à comprendre qui j'étais et en même temps à pouvoir expliquer aux enfants d'où je viens de ne pas avoir de complexe et de partir de l'avant parce que c'était des éléments qui pouvaient freiner, en fait, qui pouvaient freiner non pas pour aller de l'avant. Voilà. Et donc, c'est vrai, la couleur, c'est aussi important. Et je voudrais vous pousser à aller un peu plus loin. Vous dites, je considère le noir et le blanc non plus comme des références, comme dans la peinture classique, oui, mais comme des couleurs banales, comme vous dites. Mais en même temps, quand on regarde votre œuvre, en fait, le noir et le blanc semblent jouer le rôle de révélateur. De révélateur de quelque chose que vous présentez comme effectivement, si vous voulez, le matériau essentiel du temps du monde, c'est-à-dire la race, le racisme, les contrastes entre civilisation et culture, etc., d'une part. D'autre part, ce qui m'intéresse le plus dans ce jeu des couleurs, c'est vous ramener à Senghor. On ne peut pas se débarrasser de lui. Il est tout le temps là. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le mot, quand on pense au mot négritude, c'est exactement, si vous voulez, ce que vous faites. Vous retournez le jugement négatif en une arme positive. Mais en même temps, chez Senghor, l'espèce de célébration des couleurs est quelque chose d'essentiel pour définir une identité artistique. Et ça aussi, je pense que vous le partagez, propre aux Africains, propre aux Noirs, qui permet de sortir du modernisme, si vous voulez, qui est le modernisme du début du XXe siècle. Et j'ai l'impression qu'on le retrouve chez vous à travers deux références. La première référence, c'est votre, disons, vous soulignez l'importance qui semble avoir chez vous de Moustapha Dimé. Et la deuxième chose, c'est que votre couple royal, moi, dès que je l'ai vu, ça m'a rappelé Pape Ibra Tall, la semeuse d'étoiles. Bien sûr, bien sûr. Et je me suis demandé à quoi Omar joue là, entre ces discussions sur les couleurs, sur le noir et le blanc, son rapport aux couleurs et ce qu'on pourrait appeler l'apport de ce on en reparlera un peu, l'école de Dakar et votre relation. Bien sûr. Je pense que comme j'ai été formé aux Beaux-Arts de Dakar, on a grandi avec les images de tous ces artistes, de Pape Ibra Tall, de Moustapha Dimé, de toute cette période de l'école de Dakar avec ce qu'ils ont fait au niveau de la sculpture et aussi de la peinture. Et jusqu'à présent, on arrive à voir les tapisseries qu'on trouve à Thiès et puis qu'on retrouve un peu partout dans le monde actuellement. Et cette création nous a baignés et c'est quelque chose on a grandi avec. Et je pense que actuellement on est en train de faire une continuité en fait de ce qui a été
entamé par ces aînés. Et c'est normal que quand on crée, des fois, il y a des clins d'œil, il y a des choses qui surgissent, même si on ne sait pas d'où ça vient, mais toujours quand on regarde derrière, on a l'impression de voir cette clin d'œil qu'on a et puis qui enrichit en fait. Et je pense qu'eux, ils ont fait un travail depuis l'école de Dakar avec les premiers festivals mondiaux des arts nègres, jusqu'au c'est la création de cette biennale à travers Senghor qui a créé tout ça et qui avait donné aussi beaucoup d'importance à ces artistes. Mais malheureusement, la seule chose, c'est que je pense que la dynamique que ces artistes avaient avec cette période de Senghor, qui était un homme de culture, on l'a un peu perdu avec les années. Et je pense c'est ce qui a favorisé que ces dernières années, il y a, je pense, entre 10 et 15 ans, il y a eu une période où l'art au Sénégal avait tendance, surtout les arts visuels et plastiques, avait tendance à avoir un creux. C'était plutôt la musique qui faisait, qui était prônée. Et je pense depuis un certain temps, ça revient avec des artistes qui puisent sur cette grenier qui est ces artistes et que voilà qui a favorisé ce qu'on est aujourd'hui. Et donc là aussi, l'intérêt, c'est la manière. Vous avez parlé des continuités. Moi, je voudrais parler un peu des discontinuités. Les historiens de l'art disent qu'il y a eu différentes générations d'artistes sénégalais. Il y a eu première génération, la génération senghorienne, qu'on appelle l'école de Dakar, donc avec principalement Iba Ndiaye, Pape Ibra Tall, Pierre Lotz, qui ont créé, qui ont réellement formé une génération, la génération des Ibou Diouf. Il y a une deuxième génération qui est une génération dissidente, si vous voulez. C'est la génération de Agit Art. Cette génération autour qui s'assemble, Joachim, autour de LHC. Mais on oublie toujours, en fait, à côté de ce même groupe, une génération, dans la même génération, un groupe qui n'est pas un groupe dissident. C'est-à-dire, c'est le groupe de Vieux Diba, de Khalidou. Oui, absolument. Et eux se situent entre comme vous, une célébration de l'héritage de Senghor et un recul, où, en fait, et là aussi, j'ai l'impression que votre engagement avec ces différents groupes se reflète dans votre œuvre, dans l'utilisation des couleurs, surtout des couleurs qui sont beaucoup plus terrestres, mais aussi le rapport à l'environnement. Là, je sais pas, eux, ils sont plutôt marqués par l'environnement urbain. Tandis que vous passez de l'un à l'autre. Vos portraits de jeunes et des jeunes, c'est dans un environnement urbain. Vos autres portraits sont hors de cet environnement. Et donc ça, c'est la deuxième génération. Il y a une troisième génération qui est la génération des Cheikh Ndiaye. Cheikh Ndiaye, oui. Oui, des Soli Cissé. Bien sûr. Qui sont une génération que j'appelle la génération globale, de la globalité. Ils circulent comme vous. En fait, ils sont dedans et dehors. Et il y a maintenant votre génération. Ce que j'aimerais que vous expliquiez un peu, c'est quelles sont les leçons que vous tirez de chaque héritage, de ces héritages. Et à partir de ces leçons, qu'est-ce que vous considérez aujourd'hui être la mission des arts plastiques au Sénégal? En fait, moi, je pense que la leçon que j'ai tirée un peu de toutes ces générations, c'est qu'à un certain moment, la question que je me suis posée, c'est que c'était des questionnements qui étaient légitimes. C'était pourquoi, jusqu'à présent, avec tout ce qu'on a fait depuis les années
60 jusqu'à présent, mes problématiques, c'était la place des artistes africains dans le monde de l'art contemporain. Parce que quand on voyait, en fait, on regardait un peu le marché de l'art, ou bien les expositions, ou bien les musées, ou les plus grands du monde, on voyait rarement, malgré qu'on a eu toutes ces personnes, mais leurs absences, ça se voyait. Et pour moi, mes questionnements, c'était le pourquoi on n'avait pas accès à ces endroits ou bien à ces possibilités. Et ce que j'ai commencé à essayer de comprendre, c'était essayer de voir sur la trajectoire que les artistes avaient entrepris, ce que l'artiste pouvait donner de nouveau, qu'est-ce qu'on avait à apporter pour pouvoir imposer notre place dans ce concert des expositions. Et puis du coup, il fallait en fait se démarquer un peu, essayer de trouver en fait un autre langage qui est propre, c'est-à-dire créer d'autres formes de discussion et puis essayer d'être un peu comment dirais-je, un peu franc en essayant de dire les choses et puis en essayant de faire un art qui est propre à nous. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de prendre de ce qu'il y avait, de un peu questionner l'histoire parce que en certains moments, la plupart des artistes et de ce qu'on racontait, ça tournait, c'est comme s'il y avait un vide en fait. Alors que le sujet était là. Parce que moi, je pense souvent que dans la création, on ne peut pas créer sans pour autant être sûr et être franc avec soi-même. C'est-à-dire, quand on crée, on doit puiser, on doit partir de notre histoire. On peut créer avec notre environnement. Et notre histoire, notre environnement, on sait qu'il y a un rapport avec le Nord, il y a un rapport avec le Sud, c'est une histoire qui est douloureuse, c'est une histoire qui était magnifique. Et puis j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui s'était passé pour qu'on puisse arriver là où on était. Donc c'était des questionnements qui étaient là et que j'ai essayé de comprendre. Et le tout, je commençais à les introduire dans ma création, à prendre des choses qui étaient existantes et puis de les mettre sur des nouvelles trouvailles. Et du coup, ça a donné l'art que les gens ils disent que il y a un côté politique ou bien il y a un côté qui est social où tu essayes de parler de sujets traités à terre, c'est-à-dire parler de l'écologie, parler de l'histoire, parler de l'esclavage. Parce que en certains moments, les gens, c'est comme si on n'avait pas envie de parler de ça. On avait envie de tourner cette page. Et moi, je me suis dit pour avancer, pour être sûr d'où je veux aller, il fallait que je règle certaines choses, c'est-à-dire parler de cette histoire et essayer de trouver. Et ce qui m'a poussé à travailler la couleur, à travailler les formes, à essayer de trouver d'autres langages, d'autres formes et aussi d'autres supports, hein, à travailler sur le carton ou bien à changer aussi les échelles et à pousser l'audace, c'est-à-dire à faire des installations, des choses qu'on n'avait pas l'habitude en fait de faire souvent, c'est-à-dire aussi d'augmenter les formats, tu vois, parce que c'est toutes ces choses qui m'ont permis à pouvoir avancer, à pouvoir m'imposer en fait. Voilà, et je pense que oui. Et ce langage visuel, ce langage des formes, ce langage aussi disons, de la taille, est-ce un langage indispensable pour décrypter les situations africaines aujourd'hui? Et quels sont, selon vous, les éléments qui sont les caractéristiques de cette situation africaine? C'est pour ça qu'on peut effectivement lire vos œuvres comme des interventions purement esthétiques. Vous avez un penchant esthétique très fort.
et avec des références. Mais vous avez aussi, quelque part, par exemple, dans l'expo Anomalie, qui est un peu plus politique, vous avez une approche très sociologique, très très anthropologique. Et moi, ce qui m'intéresserait à comprendre, c'est comment connectez-vous ces deux questionnements? Et quel est, en fait, l'objectif principal que vous avez quand vous connectez ces deux types de questionnements? Pour moi, en fait, cette connexion, c'est naturel, ça vient naturellement. Et c'est comme si, c'est comme si, en fait, je pose le sujet et j'essaie de m'intéresser à excuse-moi, j'ai un peu perdu le fil de la question. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que, en fait, si vous voulez, quel est le langage? Pensez-vous qu'il faut inventer un nouveau langage pour pouvoir intervenir sur ces deux registres? Le registre esthétique, et vous en avez parlé en parlant du rapport aux couleurs, du rapport au support, etc., et l'aspect purement politique. Je pense que le registre esthétique était déjà là. Il suffisait juste de se pencher et de prendre, parce que quand on connaît comment l'Afrique est conçue, on sait que le fait même qu'en Afrique, l'art n'avait pas cette importance qu'elle a en Europe ou en Occident, c'est parce qu'en fait, en Afrique, pratiquement tout est art, en fait. La danse, le rythme, les gens, l'accoutrement, les maisons, comment c'est disposé. Donc, pour moi, à un certain moment, il fallait juste faire un travail observé pour prendre de cette esthétique et le mélanger avec un contexte, c'est-à-dire ça peut être le mettre dans un contexte, ça peut être une installation, ça peut être un sujet très politique et essayer de trouver le juste milieu. Parce que pour moi, ce qui était le plus important aussi, et ça, je fais beaucoup attention à ça, c'est comment parler du politique pour attirer les gens à observer, à passer du temps. Et ça, c'était quelque chose où il fallait beaucoup trouver des astuces, c'est-à-dire parce que quand on parle de la souffrance ou bien de l'histoire, pour intéresser un public, il fallait trouver un langage. Et c'est là où je commençais à utiliser des matériaux qui n'étaient pas destinés à la peinture, c'est-à-dire des matériaux qui sont détournés, et à essayer de trouver des formes ou bien une technique de peinture qui est très doux et très tendre, ça, d'où cette pratique de blanc laqué que j'utilise pour faire comme des plumages que j'utilise dans ma création. Et ça, c'était une façon d'utiliser des sujets compliqués, mais en le posant sur un support très, très doux. Et du coup, le public n'avait plus peur de regarder, c'est-à-dire ça attirait, c'est comme une façon d'appât où les gens, tu les pousses, tu les rassures en fait. C'était une forme d'assurance pour le public et de véhiculer un message pour pouvoir avoir un dialogue. Voilà. Donc, en fait, le mot est fantastique, c'est douceur pour attirer les gens et les amener à engager le dialogue. Et ce que j'ai vu de votre œuvre, c'est ça qui m'a probablement le plus séduit. C'est le fait que vous approchez les questions politiques, les questions de la peine des gens, de manière, si vous voulez, ouverte. Une manière d'amener
à la conversation, ce qui est aujourd'hui l'un des problèmes que nous avons. La deuxième chose qui me permet aussi de dire que vous arrivez à rendre compte des situations africaines, c'est d'insister sur le pluralisme, d'insister sur la diversité. Aussi bien la diversité esthétique, on le voit dans votre manière de peindre, mais aussi les diversités thématiques. Et je pense que ça aussi, c'est peut-être ce qui vous renvoie le plus à cette identité maternelle sérère, c'est-à-dire ce qu'un de mes collègues appelle le génie du paganisme, c'est-à-dire la capacité, et ça on le retrouve y compris dans votre dessin, vous juxtaposez tout le temps. Cette juxtaposition, où vous vous souciez pas s'il y a contradiction ou non. Non, pas du tout. Vous mettez, vous empilez. Oui. Et je pense que ça me rappelle aussi un auteur ivoirien qui est malheureusement décédé, qui a parlé de politique, qui a écrit un livre qui s'appelle En attendant le vote des bêtes sauvages. Et quand je regardais votre exposition, je pensais constamment à lui. Ah bon? Ah oui, Amadou Kourouma. Et c'est un livre extraordinaire. Parce qu'il essaie de, ce que vous faites, il essaie de raconter, d'avoir des récits, mais des récits qui doublent les gens dont il parle. Et à un moment, je pense que je vous ai entendu répondre à une question. Je ne sais plus où. On vous a demandé, est-ce que vous représentez vraiment les chefs d'État africains? Et vous avez dit, à un moment, j'en ai représenté des qui étaient reconnaissables. Oui. Ensuite, je me suis dit, ça, c'est pas là, il faudrait changer. Et ça aussi, c'est pour moi l'un des éléments les plus importants dans votre production, c'est cette capacité de juxtaposer sans effacer les contradictions, mais tout en insistant, ça vous avez utilisé plusieurs fois le mot, sur la continuité. Bien sûr, bien sûr. Mais je vois d'où ce dont vous voulez parler. Et puis ça, c'était d'autant plus vrai parce que c'était à l'exposition Anomalie que j'avais à Bruxelles où il y avait les chefs d'État. Et au début, j'avais pris des photos de beaucoup de chefs d'État qui sont en train d'essayer de briguer des troisième mandats ou bien qui l'ont. Et puis, quand j'étais dans mon atelier, au moment où j'étais en train d'exécuter en fait le travail, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, le problème, c'est pas une personne, c'est un groupe, parce que c'est pas seulement un seul chef d'État qui pense comme ça. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui pensent un peu comme ça. Et du coup, je me suis dit, ce serait vraiment un peu passer à côté de mettre l'accent sur une personne, sur un nom, alors que j'essaie de toucher, de parler de beaucoup d'autres personnes. Et c'est ça qui m'a poussé un peu à modifier un peu les personnages, mais pour moi, c'est important. C'est important de montrer qu'en fait, qu'on n'a pas besoin d'être divisé. Et j'essaie de montrer ça dans mon travail que même quand on essaie de mettre des étiquettes pour dire ça c'est de là qui vient de tel endroit ou bien c'est de là qui vient de mettre des barrières en fait. J'essaie toujours de les faire sauter et de les enlever parce que je pense que mettre des barrières ou bien des nationalités sur les artistes, c'est les mettre, les barricader. Et on n'a pas besoin de ça. Par contre, tout le monde sait quand on te voit, quand on te rend compte que tu viens de tel endroit. Déjà, ça, c'est suffisant. Maintenant, le travail, pour moi, ça doit nous permettre de mieux nous comprendre, de mieux effacer nos divergences et de créer un avenir meilleur. Donc, j'essaie toujours de ne pas me limiter sur des appartenants ou bien des groupes d'artistes, mais pour moi, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'ouvrir et c'est le travail qui peut nous aider à faire ça. Voilà. Est-ce que
sans abuser, je pourrais dire que vous répondez un peu par votre art et par votre discours à l'invitation de Senghor, qui est le métissage culturel qu'on retrouve aussi chez Césaire. Parce que c'est Césaire qui a inventé l'expression « le rendez-vous du donner et du recevoir ». Que Senghor passe son temps à répéter et en disant que c'est de Césaire. Est-ce que vous pensez que, justement, votre intervention artistique est une intervention qui permet de reconditionner l'universel? Oui, je pense, ouais. Je pense que on peut m'inscrire dans cette dynamique parce que cette formulation de Senghor, de Césaire, de cet rendez-vous du donner et du recevoir, que Cheikh Anta Diop aussi l'a utilisé, je pense, dans un de ses discours où il disait que les Africains doivent s'éduquer pour que demain, au rendez-vous du donner et du recevoir, qu'on puisse pouvoir dire qu'on a fait ça. Et je pense que c'est quelque chose, pour moi, qui est très important et très utile parce que quand on vient dans un continent où on sait qu'il y a des choses qui se sont passées, où on sait que dans le monde entier, il y a l'éducation, les gens essayent de construire des choses qui peuvent leur permettre d'avoir une vie meilleure et qu'on se rende compte qu'on est entouré que de problèmes ou bien de soucis, hein, ou de coups d'État, ou bien des dictatures. Donc, c'est des choses qui reviennent souvent dans mon travail parce que je me sens légitime de pouvoir parler de ça pour pouvoir un peu apporter ma pierre dans cette construction d'un continent ou bien d'un peuple pour pouvoir préparer le demain, pour pouvoir préparer l'avenir. Voilà. Donc, pour moi, je me range dans cette dynamique. Voilà. Et je pense que, du moins, c'est de cette manière que je lis ce que vous faites, que je lis plus comme un historien que comme un historien de l'art, ce que je ne suis pas, mais j'essaie de réconcilier à la fois, disons, les formes, les couleurs, mais aussi le discours que ces formes et couleurs. Et je reviens encore à Senghor, parce que je pense que votre dialectique est aussi une dialectique de l'enracinement et de l'ouverture. C'est-à-dire, c'est peut-être ce qui explique dans une très grande mesure votre penchant à la juxtaposition et au contraste. Bien sûr, bien sûr. Non, pour moi, je peux pas me défaire, en fait, de ma culture, de ce que je suis. C'est en moi et c'est indélébile. Donc, mais en même temps, j'habite dans des endroits différents. Je voyage, je rencontre des gens, j'ai des amis qui viennent d'ailleurs, je mange d'autres nourritures, j'aime bien la nourriture asiatique. Pour moi, la vie, ça doit être ça en fait. C'est que ce qu'on est, on doit pouvoir partir de ça et prendre tout ce qu'on peut prendre qui peut être bénéfique à nous et de l'ajouter avec ce qu'on avait en fait. Voilà, je pense que l'idée d'avoir une ouverture sur d'autres cultures, en partant de sa culture, ça peut être que bénéfique. Voilà, donc pour moi, c'est quelque chose de bénéfique. Voilà. Est-il facile de le faire, justement, parce que votre démarche invite à constamment dématérialiser et décontextualiser les expressions culturelles? Non, c'est pas facile. C'est pas facile parce que on se rend compte que du coup on est nulle part. C'est-à-dire c'est comme on est un élément un peu perdu au milieu de nulle part et chaque fois qu'on tend à aller vers l'autre bout, on sent qu'on s'éloigne de notre objectif et du coup
on est en perpétuel recommencement. Et moi, je le sens dans ma création, c'est que je ne peux pas être constant sur une idée, même si c'est quelque chose qui marche, mais chaque fois, j'ai besoin de changer, d'aller vers autre chose. Je suis tout le temps en train de chercher quelque chose que même si je le trouve, je le mets de côté et je continue à chercher, en fait. Et je pense que c'est dû à ça. C'est parce que on est multiculturel, on est des métis un peu. Du coup, on peut plus revendiquer une appartenance d'un côté, mais on est voilà, on est comme des voilà, comme ouais, j'arrive pas à trouver le mot, mais voilà, on est construit d'une façon un peu avec des éléments qui viennent un peu partout. Voilà, c'est ça qui fait ce qu'on est aujourd'hui. Et je pense que si j'avais pas eu la chance de faire ces rencontres, de voyager, de bouger et de côtoyer ces différentes cultures, peut-être ma création n'allait pas être ce qu'elle est aujourd'hui. Je pense, parce que pour pouvoir parler d'une chose, des fois, il faut le voir, ou bien il faut l'approcher, ou bien il faut le sentir. Voilà. Mais on peut toujours partir de quelque chose pour créer, mais le fait d'avoir une ouverture sur d'autres horizons, sur d'autres opportunités nous permettent de mieux enrichir ce qu'on est en train de faire. Je suis absolument d'accord avec vous. C'est pour ça qu'au début de notre conversation, je disais que la réception que j'ai de votre peinture, c'est que c'est une peinture du temps du monde. Et c'est une peinture qui engage des installations, qui engagent des défis qui sont des défis contemporains. Et c'est l'engagement de ces défis contemporains est un engagement, ça vous le dites très bien, parce que vous vous déplacez, parce que vous mangez des cuisines différentes qui vous permettent effectivement d'être flexible, d'être capable effectivement de vous adapter. Mais en même temps, on est dans un moment qui est précisément un moment où on est disons, la tendance principale, c'est le refus du multiculturalisme. C'est le refus de cette capacité à s'adapter à des situations et des circonstances différentes. Mais je pense que justement, visiter des expositions avec vos œuvres, engager la conversation avec vous permettrait de réouvrir des possibilités. Et ces réouvertures des possibilités nous a permis, par exemple, de retourner à Senghor, de retourner à l'histoire. Et pour moi, ces histoires dont vous parlez, ces récits, sont des récits qui sont aujourd'hui importants parce que ce sont des récits qui imposent la réflexion. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je vous remercie de cette conversation. Je remercie aussi le BAM pour avoir organisé cette conversation. Et j'espère que vous aurez de plus en plus la possibilité de voir ce que vous faites et de discuter. Non, c'est moi qui vous remercie. Et puis, je pense que et j'espère que j'aurai l'occasion de vous rencontrer. Je ne sais pas si ça sera aux États-Unis, mais voilà. Mais ça me fera vraiment plaisir de pouvoir vous rencontrer et de discuter davantage sur beaucoup d'autres sujets, parce que à travers ces discussions qu'on a eues, je sens que vos questionnements ont été très poussés. C'est-à-dire, des fois, il y a des choses qu'on fait, mais on n'a pas besoin souvent de l'expliquer parce qu'on a déjà fait. Et puis les gens, du moment où ils sont satisfaits sur ce qu'on les a donné, ils ne vont pas plus loin. Et puis là, il y a eu vraiment des choses, c'était très creusé. Et ça, j'apprécie beaucoup parce que pour moi aussi, c'est constructif parce que des fois, ça nous permet de mieux être stable, en fait. Ça nous permet d'avoir une assise et puis de
de mieux avoir une ouverture sur donc c'était très utile et très constructif pour moi.